Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessedefleurs.com. Promessedefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour mes amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 32 de notre émission. Nous sommes le 20 novembre et vous écoutez ou regardez le grand podcast Bienvenue au Jardin de News Jardin TV. D'habitude nous sommes 2, aujourd'hui nous sommes 3. Et vous ne payerez pas plus cher, vous êtes sur Internet, tout le monde le sait, c'est gratuit, malheureusement pour nous, mais tant pis. Nous sommes heureux de vous retrouver et je fais tout de suite la présentation. Roland, vous le connaissez, Roland Motte, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et là, nous avons un petit nouveau, c'est notre invité. On a déjà eu d'autres invités, on fera en sorte que tous les mois, on ait une petite surprise comme ça pour vous. Et aujourd'hui, c'est Pierre-Adrien Lagneau. Pierre-Adrien est le jardinier en chef, messieurs, dames, de Truffaut. Bonjour Pierre-Adrien. Bonjour Patrick, bonjour Roland. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien nous aussi. Alors nous sommes, je le disais, le 20 novembre, 324e jour de l'année. Je vois Roland qui frétille parce que ça arrive. Il reste 41 jours avant le nouvel an. Je suis même pas sûr que tu vas pouvoir tenir le coup. Ça va être compliqué. Le 29e jour du signe astrologique du Scorpion, 30e jour du signe du mois de Brumaire, c'est pas un signe, mais c'est un mois dans le calendrier républicain français, et qui était le jour de, pas une plante aujourd'hui, c'est le... c'est le rouleau agricole. Alors, j'aime pas trop ce truc-là, parce que ça appelait aussi brise-motte. Ouais. Donc ça, c'est... Non mais brise-motte, il faut pas qu'il soit lisse. Il y avait des rouleaux qui étaient avec des pointes. Un peu crénelés avec des pointes. Voilà, crénelés, et c'est des rouleaux de plombage. Et ça permet de taler les plantes, en particulier pour le blé, on faisait ça. Et ça permet de boucher les dents. Ou peut-être, oui, il faut arriver à rentrer le rouleau dans la bouche. Le plombage. Ouais. Et rouleau, donc, ça te dit quelque chose? Tu utilises ça? Oui, on utilise ça après les semis de gazon, justement, pour que les graines adhèrent bien, rentrent bien dans le sol, pas qu'elles soient grattées. Uniquement pour le semis de gazon? Alors moi, je m'en sers surtout pour ça, mais il y a d'autres utilisations, mais c'est vraiment pour ça que je m'en sers. Alors tu sais que je déconseille toujours d'utiliser le rouleau après le semis, parce que les graines se collent dessus. Oui, ça arrive. On passe le rouleau plutôt avant. Ouais, d'accord. Oui, si, c'est un bon truc, ça. C'est un bon truc parce que si la terre est un peu humide, effectivement, quand le rouleau avance, on a tout le terreau qui adhère avec les graines au rouleau. C'est pas très pratique. Alors vous savez, messieurs, dames, je ne l'ai pas dit, mais Pierre-Adrien entretient un super beau jardin dans l'Essonne. Donc, au niveau du siège social de l'entreprise Truffaut, il fait quelle surface ton jardin? Alors, notre roseraie, ou plutôt jardin de roses, fait 3500 mètres carrés. Mais il n'y a pas que des roses. Et non, justement, c'est pour ça que André Ève, qui nous a dessiné ce jardin, appelait ça un jardin de roses, parce que ce sont des roses avec des plantes vivaces, des arbustes. Du potager. Il y a un potager des aussi. Poules. On a des poules, on a quelques moutons dans la c'est une roseraie avec des poules, quoi. Enfin, voilà. Voilà. C'est pas la belle roseraie alignée comme à Bagatelle ou autre comme ça, des roseraies comme ça. C'est un jardin un peu plus bucolique, un peu plus naturel. Et ça se visite? Ça se visite, oui. On invite nos clients à venir visiter en général du 15 mai à peu près jusqu'à fin juin. Voilà, toujours au moment du top moment des rosiers. Alors, rouleau, autre chose sur le rouleau? Oui, une expression en Lorraine, on dit les plantes vont trocher. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Ah ben oui, j'ai été surpris la première fois qu'on m'a dit elle troche. Alors elle troche, ça veut dire justement comme le blé qui tale et qui fait plein de pousses, elle troche. Et on m'avait dit ça par exemple pour les anémones. Les anémones n'arrêtent pas de trocher. En fait, elles rejettent un peu partout. Et donc voilà, ça veut dire trocher, c'est lié au rouleau. Pas toi de la Lorraine. Mais est-ce que tu utilises le rouleau pour autre chose justement que ce que fait notre ami Pierre-Adrien pour le gazon? Non, absolument pas. Et même pour le gazon, je me débrouille, je fais un peu comme tu dis. Moi, je passe un petit coup de râteau parce qu'on n'a pas des grosses surfaces à faire, et le rouleau, non, c'est un truc, j'en ai revu en magasin, je sais que ça se vend encore en magasin. Non, j'en ai un, j'ai pas de gazon. Oui, parce que c'est quand même utile quand on fait un massif, et surtout si on veut faire une belle planche de semis,
on va rouler, ça écrase un peu les mottes. Je sais que tu n'as pas envie qu'on écrase les mottes. Mais en tous les cas, ce que j'ai essayé de chercher, aussi, parce que, bon, je ne voudrais pas être désagréable avec notre invité, mais si on va chez Truffaut, on va avoir quoi, 1, 2 modèles de rouleaux au maximum. Bon, quand vous allez sur l'internet, je vous dirai pas chez qui, mais enfin vous devez vous imaginer. Voilà, on en trouve des dizaines de modèles dans les 50 €. Il y en a des moins chers, mais on est autour de 50 €. Vous avez un rouleau correct que vous pouvez lester, voilà le mot, avec du sable ou avec de l'eau, selon le poids que vous voulez obtenir. Nous sommes donc bien le 20 novembre. C'était aussi un anniversaire de la mort de Jean Nadeau. Il est mort à Papeete. Oui, Papeete, donc Tahiti, Polynésie. Alors, on ne le connaît pas tellement non plus, ce monsieur. Donc aujourd'hui, on célèbre sa mort. D'habitude, je célèbre toujours les naissances, mais on ne connaît pas le jour exact de sa naissance. Il est né en 1834. Là, il est décédé donc le 20 novembre 1898. C'était quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les mousses, sur les hépatiques. Il a aussi fait l'énumération de toutes les plantes indigènes qu'il trouvait à Tahiti. Et surtout, il y a pas mal de plantes qui lui ont été dédiées. Mais c'est des plantes qui sont quasiment pas connues. Distichophyllum nadoedi, Astelia nadoedi, Dimitrium nadoedi, bon, etc., etc. Mais j'aime bien quand même que l'on puisse se rappeler qu'on a des grands hommes de la botanique qu'on ne connaît plus. Et News Jardin TV vous les rappelle. Et ça, j'en suis très fier. Dicton aujourd'hui, mon cher Roland? Oui, dicton. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre, Saint-Edmond. Edmond et Saint-Edmé également. Edmé. Vous vous souvenez de Hibernatus? Eh bien, Edmé. Non, vous ne connaissez pas le film avec Louis de Funès, oui, et qui dit Edmé. Eh bien, donc, quand arrive Saint-Edmé, on reste au chaud devant News Jardin TV. Oh, ça gentil. Va, ça oui, c'est bien. Je faillote. Oui. Et toi, Pierre-Adrien, tu aurais un dicton? Alors, j'ai pas vraiment un dicton du jour, j'ai un dicton qui va coller avec un de nos sujets suivants, si j'ai le droit de le divulguer à l'avance. C'est un dicton qui est dit par Alain Canet, qui est le grand spécialiste de l'agroforesterie en France, et qui dit « Un sol nu, c'est un sol foutu, un sol couvert, c'est un sol prospère ». Et j'aime bien cette petite phrase parce qu'elle peut s'appliquer tous les jours de l'année. Donc, encore un adepte de la permaculture, mesdames, messieurs. On n'en sortira pas. Et moi, j'ai Saint-Edmond dans le potager enterron du Goémon. Ça aussi, c'est bio. Oui. Et à la Sainte-Octave, rentrent les raves dans la cave. Ça, c'est du Patrick Mulan. Oui, tous, oui. Mais bon, on les travaille quand même un tout petit peu. Qui est-ce qui était timide? C'était Isabelle qui n'osait pas klaxonner. Et donc, elle a posé une question sur News Jardin TV. Je viens de visionner votre excellente vidéo sur la création d'une nouvelle variété de roses. Mais j'ai une question. Où se trouvent donc les graines dans les roses et comment les semer? Bon, on a le spécialiste des roses d'après de nous, donc ça va aller. Alors, allons-y, parce que je vous dis tout de suite, il y a un piège. Ah, alors, écoutons. Alors, quand la fleur du rosier fane, il va se former un fruit qu'on appelle le cynorhodon. Quand on est poli, quand j'étais petit à l'école, on appelait ça des gratte-cul. Oui, parce bien que sûr. Dedans, il y avait des petits poils autour des graines et qui sont urticants et qu'on glissait dans le col des copains pendant la récréation, donc c'était pas très bien. Mais donc, ce cynorhodon renferme des graines et c'est ces graines-là qu'on va pouvoir semer pour donner des rosiers. Eh bien, mesdames, messieurs, il est tombé tout droit dans le piège que je lui avais tendu, évidemment, parce que le cynorhodon qui ressemble à un fruit n'en est pas un, mais c'est simplement le réceptacle floral qui a grossi, qui est devenu charnu, qui est, disons, rempli de cette petite bourre et de plein de petites choses que l'on croit être des graines, mais qui sont en réalité un peu comme chez le fraisier, des akènes, et qui sont donc à la fois le fruit et la graine, parce qu'on n'arrive pas à désolidariser le fruit minuscule du rosier avec cette graine. Donc attention, le cynorhodon n'est pas un fruit, mais ça... Bon, moi je le savais, même moi je le savais, après coup. Mais alors, puisque tu le savais, justement, comment sème-t-on les rosiers? On va les stratifier, on va les laisser dans le bas du frigo. Combien de temps? Le bac à légumes, jusqu'au printemps quasi, jusqu'au mois de l'hiver. Oui, jusqu'au mois de mars. Ensuite, on va les sortir. Je sais que tu n'aimes pas, il n'empêche, on va les mettre dans un terreau pour semis, parce que... Non, on met du sable avec le terreau de semis. Voilà. Et puis, on va les laisser germer. Et puis là, c'est ce qu'on fait chez les rosiéristes. Là, c'est un travail exceptionnel après pour chercher la bonne rose dans tout cela. Oui, parce que alors, ne vous attendez surtout pas à obtenir la même variété que ce que vous aviez au départ. Toutes les roses sont pollinisées par les insectes et
il y a des hybridations qui se font. En plus, le génome des roses est d'une complexité démente parce que ça fait des générations qu'on les hybride entre eux. Et il faut savoir que nos amis rosieristes, donc les professionnels, chaque année, ils vont semer entre 100 et 150 000 graines. Enfin, ils vont avoir... Oui, attention, tu as raison. Non, mais il y a la graine dedans. Quoi. Oui. Et ils vont obtenir une foule de plantes qui ne seront plus en général que 4 à 500 maximum au bout de la première année. Ça veut dire que le déchet, c'est-à-dire le nombre de plantes sans aucun intérêt, est considérable. Même quand vous êtes un grand professionnel qui fait son hybridation. Le film que l'on a présenté sur News Jardin TV, c'est Mathias Meillan, autrement célèbre dans le rosier, qui fait l'hybridation. Mais il n'est pas plus, je dirais, entre guillemets, malin que la nature. Il regarde ce qu'il obtient. Alors bien sûr, ils ont quand même ce qu'on appelle une génétique. Ils ont quand même des plantes dont ils connaissent globalement les qualités. Mais est-ce qu'ils vont avoir du rouge, du jaune, du mélange? Est-ce qu'elle va être costaud? Ça, ils n'en savent rien. Donc, je n'encourage pas, outre mesure, les gens à faire du semis de rosier. C'est amusant, mais c'est vrai que c'est difficile parce que, comme tu dis, ils gardent sur les 100, 150 000 semis de la première année, ils vont en garder 400, 500. Mais c'est qu'au bout de 10 ans, après les avoir observés, sélectionnés, savoir que n'importe quel type de météo, que ce rosier ne soit pas malade, etc., il va en rester 1, 2, et pour les cuvées exceptionnelles, 3 sur ces 150 000 semés. Donc il faut entre 10 à 15 ans pour avoir un rosier. Maintenant, c'est entre 7 et 10 ans. Ils essayent d'aller plus vite, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais bon, il faut que l'économie aussi puisse se faire. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors je pense que pour ces paroles d'experts, je vais, pour une fois, vous allez dire, me taire un petit peu, dans la mesure où je vais laisser mes deux camarades qui sont des hommes de terrain vous expliquer comment protéger le sol du potager durant l'hiver. Parce que il semble important de savoir, est-ce qu'on laisse tout ça comme ça à nu? Est-ce qu'on doit faire une sorte de culture pour pouvoir rester dans l'esprit de la culture permanente? Est-ce que l'on doit pailler? Est-ce que... Voilà. Bon, moi, j'en crois pas un mot, que tu ne vas pas intervenir. Mais allons-y quand même. C'est-à-dire que si vous ne dites pas les choses que j'imaginais qu'on devrait dire, je vais vous aider. Les oreilles. Ouais. Alors, tu as rappelé un dicton, d'ailleurs, qui était intéressant. En parlant du sol nu, moi, je me sortirais presque pour contredire Patrick de la permaculture, parce que c'est toujours embêtant d'avoir un sol nu, et surtout au potager. Et en hiver ? Ah ben en hiver, pareil. Alors, encore plus, je te raconterai l'histoire de mon petit potager. C'est qu'on a déjà beaucoup de paillage pour l'été. Donc, on installe le paillage au printemps pour se préparer à l'été, quel que soit le type de paillage, plutôt paillage végétal. Et donc, ce paillage ne disparaît pas tout seul. Donc, il reste déjà. Et donc, ça fait une bonne couverture avec le paillage. Et effectivement, donc en hiver, quand un sol est nu, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a les pluies d'automne, les pluies d'hiver. Il y a donc ce phénomène de battance qui tasse les sols et de lessivage des couches vivantes, des couches riches du sol. Donc à force de laisser des sols nus en hiver, le sol finit par s'appauvrir. C'est raviné, ça part dans les mares, ça part dans les rivières, etc. Donc de couvrir le sol, on va protéger ce sol déjà de ce phénomène de battance. Et à l'automne notamment, vous allez avoir la microfaune et notamment les vers de terre qui vont monter et qui vont venir manger ce paillage végétal, la paille, ça peut être des copeaux de bois, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Ils vont venir manger et digérer. Donc le sol va être assoupli, il va être enrichi par les déjections de tous ces petits animaux, parce qu'il y a les vers de terre, il y a les colamboles, les pseudoscorpions, les nématodes, il y a beaucoup de choses, plus des bactéries, plus des champignons, et tout ça va venir enrichir cette couche superficielle du sol. Et mais pourquoi les agriculteurs ne le font pas ? Parce qu'on leur a donné comme objectif de nourrir à grande échelle, etc. Et en disant, avec les engrais, vous allez pouvoir arriver à produire beaucoup. Et c'est des choses qui sont perdues. Parce qu'en fait, les permaculteurs, ils n'ont rien inventé. Ils ont même beaucoup copié ce que faisaient les maraîchers du 19e siècle qui nourrissaient Paris, avec des couches chaudes, avec des systèmes comme ça. Et donc, ils ont repris ces vieilles techniques ancestrales qui protégeaient les sols et ils les ont remis un peu au goût du jour. Les couches chaudes ne protégeaient pas tellement le sol, parce que nous, on les faisait carrément sur du béton. Alors,
Pas pour les couches chaudes, mais le fait de protéger un sol, de le couvrir, de le nourrir pour que le sol reste vivant, riche, qu'il soit souple. Et tout ça, c'est des vieilles techniques. La couche chaude, effectivement, c'était un système on entassait du fumier. Voilà. On obtenait de la chaleur. On parle de l'agriculture, mais au potager, c'est un peu différent puisqu'on ne parle pas des mêmes surfaces. Donc pour le jardinier amateur, c'est plus facile de couvrir le sol. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais être un emmerdeur fini. Je le fais exprès. Tu vois qui reprend la parole. Mais non, pour quelle raison? C'est que il a dit avec justesse que les agriculteurs sont là pour nous nourrir. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont un objectif et une nécessité de production. Si il fallait absolument faire en sorte que cette couche de terre soit vivante et nanana, comme on nous rebat les oreilles en ce moment, ils le feraient depuis longtemps. Ils le font pas et ça marche quand même. Donc à quoi bon? En fait, ils l'ont fait pendant longtemps. Et après la guerre, il y avait vraiment un gros effort de production agricole à faire. Et on leur a apporté des solutions techniques qui étaient des engrais chimiques. Et on se rend compte que finalement, c'est pas si bon que ça. Et il y a beaucoup de maraîchers. Je ne parle pas de producteurs de grands champs céréaliers qui ont des surfaces énormes. Mais il y a beaucoup de maraîchers qui se reconvertissent au maraîchage sur sol vivant et qui ont d'excellents résultats. Oui, ils ont des bons résultats, mais je veux dire, on peut aussi en avoir autrement. C'est ça que je voulais essayer de vous faire dire, parce que aujourd'hui, on essaye de nous emmener vers une seule voie en disant ça, c'est le truc qu'il faut faire. On devrait revenir au débat qui est: est-ce qu'on doit laisser le sol nu au potager? Mais non, vous avez dit qu'il ne faut pas le laisser nu, on ne le laisse pas nu, mais est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par des cultures? Si, exactement, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'avant de parler d'un sol complètement nu, on a l'air de dire, il y a l'été, et puis après le sol devient nu, il n'y a plus rien. Et non, parce qu'il y a des cultures qui continuent, par exemple les épinards, la mâche, l'oseille, on peut semer à nouveau, on peut prolonger, parce que j'espère qu'on aura encore du beau temps jusqu'en décembre, pourquoi pas? Oui, ça va peut-être coincer un peu, mais on peut prolonger. Il y a certaines cultures de la qui mâche, peuvent se de garder. l'oseille, des épinards. Bon, est-ce qu'on peut faire de l'engrais vert en hiver? Alors, on peut le semer déjà avant. Il faut le semer avant. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ça dépend vraiment du temps. Non, mais par exemple, si on avait semé en septembre de la facélie, par exemple, j'aurais de la végétation. Ah oui, moi j'en ai. J'aurais occupé mon sol avec une culture. Bien sûr, j'aurais ma couverture. L'engrais vert fait partie du jeu. Alors, facélie, moutarde, pas le mélilo. Ça y est, je me suis fait avoir avec le mélilo, c'est bon. Donc, je ne vous le conseille pas. Ça pousse partout. On en retrouve des tonnes et des tonnes. Il ne faut pas qu'il fleurisse surtout. Alors donc, éviter le mélilo, ça, on aura compris. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. On va faire un petit peu d'actualité, mes amis, avec un truc que Roland va nous présenter qui est peut-être un truc d'avenir. Une révolution, je trouve ça exceptionnel. Faut pas dire truc, ça c'est pas beau. Ça, un truc. Mais si, c'est un truc. Ouais. Et donc c'est Promesse de Fleurs, un concurrent de chez Truffaut, mais on va en parler quand même. Promesse de Fleurs, c'est un site de vente en ligne avec énormément de plantes. Je sais plus combien il y en a. Il y en a près de 18 000. Et là, ils ont trouvé un truc, comme dit Patrick, excellent. Oh non, c'est un truc comme dit Roland. Et qui s'appelle Planfit et qui va me permettre, si je ne connais rien aux végétaux, je ne connais rien aux arbustes, de faire ma définition comme je le souhaite. Quel type de sol je vais avoir? Bon, là, j'ai trois choix. Là, on est sur Internet, on est bien Je suis sur Internet, je suis sur le site Promesse de Fleurs, je suis sur l'application qui deviendra une application Planfit. Je choisis mon sol et sol sableux, je clique sol sableux, je dis je veux un arbuste d'1 mètre de haut. Alors, c'est plutôt soleil. Il y a même plus subtil que ça. Tu dois aussi dire où tu habites, de manière à ce qu'on puisse localiser par rapport aux stations météo la plus proche le climat moyen de l'endroit où tu es. Exactement, j'ai testé, donc moi je suis positionné donc près de Vittel, c'est à Mirecourt, donc à 20 km de chez nous, et donc ça reprend toute la météo passée de cette station météo de Mirecourt, et donc ça va m'indiquer, ça va déjà éliminer les plantes trogélites, celles que je ne pourrais pas avoir dans ma région. Je vais donc dire floraison bleue, et j'ai la liste de plantes qui vont sortir et qui correspondent à ces critères. Mais tu peux faire mieux que ça. Floraison bleue, en mai, de 30 cm de hauteur. Donc ils vont te proposer, alors ce qu'il y a bien sûr dans leur catalogue, il faut quand même être logique, mais comme ils ont 18 000 plantes, ça en fait quand même pas mal. Alors bien sûr, plus on met de critères, et moins on a de nombre de plantes. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que si vous dites « je voudrais des fleurs pour le mois de mai », vous allez avoir 2550 plantes qui vont tomber. Donc plus vous
mettez des critères fins, et mieux c'est, et ça, c'est quand même bien fichu. Et même pour des pros, nous oui. trois, qui sommes des puits de science, c'est bien, même, on pense à une plante ou deux, et là, tu as tout le panel, il y a des plantes auxquelles tu n'avais pas pensé, donc c'est vraiment Parce que c'est extrêmement très riche. difficile, même quand on est un expert en végétaux, de citer comme ça, justement, une liste de plantes assez exhaustive qui aurait tous les critères dont on vient de parler. Je sais pas, tu es capable de me dire toutes les plantes qui fleurissent bleues, 30 cm de hauteur au mois de mai? Non, voilà. C'est super intéressant parce que c'est vraiment la base. On devrait commencer par ça quand on veut choisir des plantes pour son jardin. Quel est le climat de mon jardin? Quelle est la nature de mon sol? Quelle est l'exposition? Et là, on trouve la plante adéquate. Ça permet effectivement de restreindre le choix parce que le choix est énorme. Donc c'est ça très reste important. pas là. Parce qu'en fait, ils vont même te dire pourquoi. Ils te la déconseillent ou te dire ouais, vous pouvez, mais non, ça serait pas trop bien, quoi. Il y a un risque. Ouais. Voilà, ils vont te dire il y a un risque. Alors tu le prends si tu as envie. Comme mon ami, là, il a des tas de plantes qu'il ne devrait pas avoir dans son jardin, mais il les a quand même. Surtout dans les Vosges. Non, mais on aime bien les jardiniers, on fait des essais et tout ça, c'est rigolo. Mais bon, je pense que c'est quand même vraiment quelque chose d'avenir. Et on a vu l'un et l'autre la démonstration du produit. C'est déjà très, très abouti. Donc je pense que ça va vous aider, donc n'hésitez pas. Ça se met en ligne maintenant, donc Plan Fit, ça s'appelle sur le site de Promesse de Fleurs. Désolé pour Truffaut, mais Truffaut c'est bien aussi. Hein. Eux, ils ont énormément de plantes. Mais on va les regarder. On va les regarder, c'est bien. Il y en a combien chez toi? Alors, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai qu'on a énormément de variétés. Parce que oui, sur le site, il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Si on part des arbres, des arbustes, des fruitiers, des plantes vivaces, des plantes annuelles, il y en a énormément. Et c'est très difficile, comme tu dis, de donner un conseil. Hein, j'ai une cliente l'autre jour qui me dit « Qu'est-ce que je peux mettre comme arbuste sur mes terrasses ?» D'un coup, comme ça, dans la semaine. Il faut savoir quelle terrasse, à quel endroit, quelle exposition. Et puis même, malgré tout, après ça, une fois que tu as tous ces critères-là, dans ta tête, avant que tout vienne, il faut du temps, tandis que les ordinateurs sont formidables. Boum, ça vous sort ça comme ça, impeccable. Alors, la semaine dernière, j'ai eu un petit peu honte quand même si j'assume. Je vous ai proposé une serre dont le prix était à minima à 9 000 et quelques euros. Bon, c'est vrai que c'est une beauté, c'est un véritable objet d'artisanat magnifique, etc. Mais là, nous arrivons dans une période où ça va être utile, même, je dirais, indispensable. Alors, je vous ai trouvé un truc moins cher, très nettement moins cher. Ça s'appelle la serre démontable Alania de chez Norten. Et c'est une petite serre de 2 mètres de large seulement, qui fait 6 mètres carrés et qui coûte 115 euros. Vous voyez, on n'est plus dans le même prix. Non, pardon, c'est 264 euros. Les 115, c'est pour l'année prochaine, quand vous aurez à remettre la bâche qui aura peut-être été un peu abîmée. Mais vous pouvez, donc, avec une serre de 2 mètres par 3 mètres et 2 mètres de hauteur, hiverner une grande partie de vos agrumes, etc., tranquille, pas cher, et là, c'est absolument indispensable en cette saison. Au niveau des salons et manifestations, ça c'est pour les professionnels, mais du 30 novembre au 2 décembre, il y aura à Lyon, ça c'est la ville de notre ami ici, le salon professionnel du paysage, Paysalia, donc c'est le rendez-vous quand même de tous les gens qui s'intéressent à la création des jardins, mais encore une fois, c'est pour les professionnels, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui le sont et qui nous écoutent. Un coup de cœur, mon cher Roland? Oui, puisque quelque chose pour Pierre-Adrien. Donc, les forêts françaises au patrimoine mondial cet automne. Donc, ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Wow. 3 hêtraies françaises qui viennent d'être inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des réserves du Grand Ventron dans le massif vosgien. On dit pas Ventron? Non, on dit le Ventron. Ah bon? Ah oui, ceux du haut vont m'engueuler si je dis pas Ventron. Ah bon, c'est drôle. Oui, la réserve du Grand Ventron dans le massif vosgien, le chapitre dans les Hautes-Alpes et les forêts de la Massane dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est des sites qui vont être protégés. Ce sont des hêtraies et les hêtres souffrent beaucoup en ce moment. Donc c'est bien de protéger ces forêts. Oui, d'autant plus que le hêtre, c'est long. C'est long à pousser. Eh bien, moi j'ai un hortensia très rapidement à vous proposer, Green Ever Bells chez Meillan Richardier, un hydrangea macrophylla qui fait une grande et longue floraison, et il est un petit peu vert et puis après il blanchit au niveau de la floraison. Bon, il y en a énormément de cultivars d'hydrangea macrophylla, mais ça, je vous conseille d'en avoir au moins un dans votre jardin. Et donc, en attendant, eh bien, je vous propose une toute petite page de publicité. Vous allez voir, ça va être très vite. Prenez un café, nous aussi, et on se retrouve tout de suite. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ?
Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Alors, il s'agit de Prune. Prune qui nous appelle. Question sur New Jardin TV que Patrick a sélectionné. J'ai acheté 2 pieds de tomates greffés l'an dernier et j'étais vraiment déçu par les résultats. Très peu de tomates et les fruits ne mûrissent pas. Avez-vous une explication, Patrick? Alors, je ne sais pas si c'est l'an dernier, c'est-à-dire 2020, ou 2021, de toute façon, on raye les tomates de 2021. C'était catastrophique. Alors, greffées ou non, hein. Oui. Sauf pour les personnes qui les cultivent sous abri. D'ailleurs, j'aurais tendance à vous conseiller, à moins d'habiter vraiment dans la région méditerranéenne, etc., où il ne pleut pas beaucoup, d'une manière générale, au printemps au moins. Allez, on les met toujours sous abri, et puis après on verra. Si on voit que le ciel se dégage et tout, on enlève tout ça, mais la prudence vaudrait quand même d'acheter ces espèces d'abris à tomates que l'on voit que ça ne coûte rien. Vous avez des grands tuteurs en demi-cercle comme ça, assez haut, et puis ça descend même pas jusqu'en bas. C'est uniquement pour protéger de l'excès d'humidité, parce que là tout le monde a eu le mildiou. Ah, c'est une catastrophe, oui, cette année avec le printemps, et puis le début d'été aussi humide, le mildiou s'est développé à toute vitesse. C'est un champignon microscopique, et c'est une catastrophe. Ah oui. On a arraché nous aussi plein de plants, on en a sauvé très très peu, mais. Alors c'est quand même toi qu'on va agresser parce que c'est toi le distributeur, parce que la dame elle a acheté des pieds de tomates greffés. Oui, alors et puis ça marchait pas. Oui, alors greffer, ça va aider le plant à être plus productif, à mieux résister entre guillemets aux maladies, mais quand la météo est catastrophique, le fait qu'il soit greffé ou pas, ça marche pas. Alors en 2020, il faudrait connaître les conditions de culture de ce plant chez elle, où est-ce qu'il a été mis au soleil. Tu remets en cause Prune là. Non, jamais je me permettrai, jamais. Mais en fait, si je me souviens bien, parce que c'est une fidèle Prune, je crois qu'elle habite en Angleterre. Ah, donc c'est pas le pays de la tomate non plus, quand même. La tomate de Marmande, c'est pas trop par là. Il y a un peu d'humidité là-bas, non? Voilà. Donc Prune, moi je vous conseillerais tout bêtement, c'est ce que j'ai dit précédemment, faites plutôt dans des régions comme ça des cultures de tomates totalement sous abri, et là je pense que vous aurez déjà beaucoup plus de succès. Sinon, tu as un peu dit au niveau des greffés, aujourd'hui tu le vois dans les magasins Truffaut, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Ça commence à prendre, oui, ça commence, parce que les gens se rendent compte, quand la météo est bien, que ce sont vraiment des plants bien productifs, qui résistent et qui sont... Puis costaud, là, nous on en a planté cette année, même avec la mauvaise année, alors, on récolte rien, mais les plantes... Elles ont poussé, elles sont énormes, les tiges sont costauds et tout ça, c'est quand même vraiment très, très, très bien. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, nous sommes à 5 jours de la Sainte-Catherine, et même si Roland s'en défend et nous dit et nous serigne que c'est pour les boutures à bois sec, eh bien, la Sainte-Catherine, c'est quand même le moment où tout bois prend racine et que l'on peut planter allègrement. Donc nous allons parler dans ce dossier des plantations d'automne. Il y a quelques années, il y avait une grande campagne interprofessionnelle qui s'était développée sur le thème « Planter à l'automne, c'est bien mieux, les racines, c'est la vie ». Je trouve que c'était très bien, mais aujourd'hui, malheureusement, et ça j'insiste parce que c'est important qu'on en parle aujourd'hui, tous, autant que vous êtes, vous avez tendance à vous intéresser plus au jardin au printemps qu'à cette période majeure que l'on a en ce moment pour les plantations. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, l'automne, ça devrait être la vraie grande période des plantations, et on n'a pas très envie, effectivement, cette période, d'aller au jardin parce qu'il fait froid, il pleut, il faut mettre des bottes, il faut mettre un pull, mais c'est là où la plante va commencer à se développer dans le sol parce que sa partie aérienne est endormie, elle se développe, les racines se développent, et on a des plantes qui démarrent plus vite et plus fort dès le printemps. Et on gagne plusieurs mois de végétation par rapport à la même plante si on l'avait plantée au printemps, en avril, mai. Alors là, on parle uniquement, j'insiste quand même, des plantes rustiques, bien sûr. Oui, oui. Toutes les plantes qui sont un peu limites, plantes méditerranéennes que l'on cultive ailleurs, ou
on va attendre le printemps. Il faut que les gelées soient passées. Mais toi, tu fais de la plantation d'automne? Oui, bien sûr. Alors, mais je comprends aussi le jardinier amateur. Il y a un décalage d'espérance. Donc, il vient de l'expliquer. C'est-à-dire que c'est pas sexy quand il pleut, avoir les bottes, la bouillasse partout. On a le même cas pour les bulbes à floraison printanière. Il faut les planter quand le temps est tout pourri et pour espérer avoir des jonquilles ou des tulipes au printemps. Et donc, on a tendance à y penser qu'au printemps. Et c'est trop quand tard. le printemps est tout pourri, elle dure 8 jours et parfois c'est un peu désagréable. Je pense qu'il y a un petit peu de ça pour les bulbes à fleurs, mais c'est toujours un peu la roulette parce que si on a planté... Alors, les tulipes, encore, ça tient le coup, mais il y a des petits bulbes, des cils, des choses comme ça. Ça peut être ratatiné en 4 jours. Tiens, les crocus, il n'y a pas pire, quoi. Le crocus, alors, il faut en planter plein, parce qu'après, ils vont se naturaliser, puis vous les oubliez. Mais si vous plantez les crocus et que c'est une mauvaise année, ils vont durer 3 jours, vous avez passé des heures à les planter, etc. Non, plantez plutôt des narcisses, plantez plutôt des tulipes botaniques, etc. Bon, mais là, on ne va pas parler vraiment de ces plantations-là. On va parler des plantations plutôt arbustives, plutôt arbres, et puis peut-être aussi potageurs. Alors, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre quand on fait des plantations automnales? Oui, la première précaution, mais comme toutes les précautions, c'est de connaître la taille adulte de l'arbre. Grand 1. Ça, c'est capital parce que ça, il y a plein de gens qui se font avoir en disant « Oh, comme il est mignon, comme il est gentil ». Le petit cèdre du Liban. Oui, c'est ça. Oui. Et t'as un machin de 30 mètres de haut 20 ans plus tard, donc enfin, peut-être pas, mais on a ça pas chez loin. les voisins, nous. Ah oui. Oui, exactement ça. Un cèdre de l'Atlas qui a été planté dans un jardin qui doit faire 300 mètres carrés, il fait tout le jardin. Ben oui, forcément. Il pousse. Non, mais après, en plus, sachez qu'il devient tellement grand qu'on n'a même pas la possibilité de l'abattre. Oui. Ou alors ça va coûter une fortune parce qu'il faudra prendre des experts. Vous vous rendez compte quand l'arbre est complètement à côté de la maison et qu'il est immense. Donc faites très attention. C'est un excellent conseil, mon cher Roland. Alors justement, si on va chez Truffaut en cette saison, qu'est-ce qu'on va trouver un peu? On va trouver beaucoup d'arbustes, on va trouver les arbres fruitiers aussi énormément, ça va être aussi la bonne racine période. nue. Alors non, on n'a plus de racines nues, c'est des arbres qui sont en pot, en motte, mais qui sont effectivement à planter dès l'automne. Racines nues, on va vraiment les trouver chez les producteurs, les collectionneurs, voilà. Les racines nues en jardinerie, c'est terminé. C'est terminé. Rosier aussi en ce moment? Rosier, bien sûr, c'est la grande période des rosiers. Alors ça fait un peu bout de bois en ce moment. Alors, il faut faire confiance aux chromos. Voilà, exactement. C'est jamais très joli le rosier, mais pareil, si vous les commandez chez des spécialistes, vous allez recevoir dans un paquet un rosier avec ses petites branches, les racines à l'air, mais c'est bien emballé pour pas que ça sèche. Mais c'est le bon moment parce que la plante va s'installer et c'est au printemps que vous allez voir récolter les résultats de ce que vous avez fait. Mais ça, alors justement, je suis pas allé chez Truffaut, j'ai commandé des plantes, je reçois mes petites plantes comme tu viens de le dire avec leurs petites racines à l'air. Qu'est-ce que je fais? Ça dépend de la météo. Si le temps est correct, qu'il ne gèle pas, on attaque les plantations le plus rapidement possible. Si on est gêné parce qu'il gèle ou vraiment il tombe des cordes, à ce moment-là, on va les garder au frais, à la cave, par exemple, dans le noir, bien emballés dans leur paquet pendant quelques jours, une semaine, ça dépend ou en jauge. Ou en jauge aussi. On peut oui, mais s'il pleut et tout, il faut déjà faire le trou. Alors, il faudrait peut-être le faire avant. C'est-à-dire que quand vous commandez vos plantes, vous prévoyez tout de suite déjà d'avoir fait une petite tranchée au cas où il fasse mauvais. Puis là, toc, vous mettrez vos plantes, vous couvrez ça avec un peu de sable, et puis après ça y va. Alors ma question elle était aussi par rapport à la préparation de la plante elle-même. On reçoit des plantes à racines nues, elles sont pas trop jolies, ça a l'air un peu sec. Est-ce qu'on bosse un peu là-dessus? Oui, racines nues, nous prenions le temps de tailler toutes les racines, de tailler l'extrémité des racines, alors celles qui sont cassées bien sûr, mais aussi l'extrémité de façon à ce que ça refasse des radicelles. Donc ça c'est la première chose à faire. Ça s'appelle le rafraîchissement. Les rafraîchir, et on les pralinait même ensuite. Alors justement, je voulais en venir là. Pralinage, on entend encore ça. C'est quand même bien. Vous êtes bio et vous me faites des grimaces avec le pralinage. Quand on a racine nue, pralinage systématique. Oui, quand même. systématique. Alors expliquez-nous. Expliquez-nous. Alors on vendait dans le temps, d'ailleurs j'ai vendu ça quand j'étais petit, pot de pralin. Oui. On vendait du pralin. Donc normalement la vraie recette que je tiens de la grand-mère de ma grand-mère, un tiers de terre, un tiers de bouse de vache, parce qu'on était dans le Houdou, on avait droit à la bouse de vache, un tiers d'eau, on mélangeait le tout. Alors on n'en mange pas, on mélange bien le tout, on trempait les racines là-dedans et on ressortait. Bon, ça sent un peu le pâté, mais c'est pas grave. Non, ça sent la bouse de vache. La consistance doit être comme la consistance d'une pâte à crêpes pour que ça adhère bien aux racines. Donc c'est vrai, et pour que les racines ne dessèchent pas. Il faut que cette boue englobe bien toutes les racines pour qu'elles reprennent et ça favorise vraiment la reprise des plantes. Mais moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. C'était exactement la même recette et c'était pas Hildegard de Bingen qui l'avait donné. C'était vraiment récent. Tu as entièrement raison. Du pralin.
à préparer. On en trouve dans le commerce encore, et je vais faire de la pub gratuite dans la marque Orbrun. Ah oui, Orbrun. C'est une sorte de petite boîte comme ça, et on le mélange comme si vous faisiez du ciment d'ailleurs, ça ressemble un peu à ça. Et en revanche, il faut faire exactement ce qu'a dit Pierre-Adrien, il faut que ça soit très onctueux, sinon c'est pas très utile. Et puis après, n'oubliez pas, généralement il y en a trop du pralin. Eh bien, on va le vider sur les racines dans le trou. On va le mélanger avec la terre. Est-ce que vous faites une amélioration du sol ? Oui. Oui, en apportant de l'amendement. Oui, alors ça dépend. Si tu as un sol extrêmement sableux où les racines vont reprendre toutes seules, ça va, on n'est pas obligé de mettre quelque chose parce que le but du jeu, c'est que les racines reprennent. Mais quand on a un sol plutôt lourd, argileux, là, on est obligé d'abord de faire un gros trou 5 fois le volume du pot, au moins. Oui, je sais, c'est beaucoup. Alors après, si c'est un gros olivier, c'est embêtant. Mais là, il faut inviter les voisins. Non, mais la pelleteuse. Pour une petite plante, en général, 5 fois le volume du pot. On va mélanger la terre de plantation, la terre de notre jardin, avec, par exemple, un terreau plantation, ou après, on peut mettre un autre amendement. Mais on peut mettre un fumier décomposé, un compost, votre propre compost. Bon, pas trop quand même sur une plante. Si vous faites un trou qui fait 50 cm de diamètre, vous mettez l'équivalent d'un seau. On ne met pas 3 sacs de terreau. On en garde, ensuite on mélange, on va replacer la plante au niveau, on ne l'enterre pas très profond, ça c'est extrêmement important. Les premières racines doivent être à fleur de terre. Alors dernière chose, c'est pour la plante de terre de bruyère. Sachez une chose, c'est qu'il faut beaucoup de terre de bruyère pour que ça réussisse si vous êtes en sol calcaire, que le mieux c'est de faire plutôt des massifs surélevés parce que ça évitera d'avoir à creuser, de mettre du bidim partout, etc. Mais globalement, un beau gros rhododendron, il lui faudrait 1 mètre cube de terre de bruyère à rechanger à peu près tous les 10 ans, donc pensez-y avant de faire ce type d'achat. GNA 71, pardon, pas 91. GNA 71, ce n'est pas son âge, c'est son département. 80, c'est sa mère. Peut-être, oui. Alors, les cétoines dorées dévorent mes lavandes et mes romarins. Je découvre des centaines et des centaines de ces horribles envahisseurs. Que faire ? Moi, je suis très étonné quand même, parce que les cétoines dorées sur les lavandes et les romarins, je sais pas, c'est beaucoup sur les rosiers. Les rosiers, oui, le pivoine. Rosier, je te confirme. confirme. Voilà, les grosses aussi, fleurs, en fait, parce que ça vient généralement manger les étamines au cœur des grosses fleurs. Mais manger les étamines de romarin, soit ce sont des toutes petites cétoines qui n'ont pas beaucoup d'appétit. Je me demande s'il y a vraiment une bonne identification. On peut peut-être définir ce qu'est la cétoine quand même. Ça fait pratiquement 1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre de longueur. Elle est verte métallique. Elle fait un bruit d'hélicoptère quand elle se rapproche. Donc c'est peut-être pas les mêmes, tu as raison. C'est un scarabée, c'est très beau, ça brille. Ce vert métallique a des reflets, c'est absolument splendide. Mais j'en ai jamais eu des quantités très importantes. Contrairement à l'autre cétoine, la grise, qui porte l'horrible nom de drap mortuaire et qui, elle, a tendance à envahir un peu plus les jardins. Et dont les larves, qui sont moches, on dirait les larves de hannetons, sont généralement dans le compost. Oui. Et beaucoup de gens craignent en disant « Ah, j'ai des hannetons plein le compost ». Ben non, c'est des cétoines. Alors celles-là, elles ne font pas tellement de dégâts quand même. Normalement, les larves de cétoine, elles mangent la matière végétale. Oui, non, je parle morte. des adultes. Les adultes, sur les dorés, moi, j'ai jamais eu trop de dégâts, effectivement. Sur les roses, si, ça peut vraiment faire des dégâts, mais alors... Comme l'a dit Roland, c'est pas le minuscule insecte qu'il faut ramasser à la pince à épiler. C'est un insecte que vous pouvez prendre à la main et puis récupérer. Donc s'il y en a beaucoup, vous les récoltez et puis après vous les envoyez chez le voisin. Enfin, faites comme vous voulez. Mais, non, mais globalement, voilà, c'est pas un animal qui est extrêmement dangereux. Alors justement, on va éviter tous les dangers en écoutant une petite page de publicité et en sirotant notre café. On revient tout de suite, ça, je vous le promets. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
Il est temps, mes chers jardiniers qui sont à mes côtés, de bosser un peu dans votre jardin. Et la semaine prochaine, qui sera donc la dernière du mois de novembre, est-ce qu'il y a plein de boulot? Alors, on vient déjà de parler de tout ce qui est plantation, ça c'est sûr, mais on a autre chose. Alors, est-ce que tu fais toujours ton petit tour habituel dans ton jardin? Moins quand même, parce qu'il ne fait pas très chaud. Je reste devant la télé. Par contre, si, un petit tour à l'intérieur, parce que nous avons les plantes... Il fait chaud. Oui, d'abord. Et puis, on va voir arriver les cochenilles, ça ne va pas tarder. On a des plantes d'intérieur, nous avons même les cactus dont je te parlais la semaine dernière, et puis quelques agrumes. Donc là, c'est quand même faire un les agrumes, tour. tu les as mis dans la maison, toi? Non, je les ai mis dans la serre avec un petit chauffage, mais quand même, je vais aller jeter un coup d'œil parce que c'est le moment où il faut surveiller dès qu'il y a un départ de cochenille. Là, je fais ce que Patrick m'a appris. Donc, mon petit coton-tige, j'arrête de me le mettre dans l'oreille et je le mets dans l'alcool à 90 pour aller les griller. Alors ça marche très bien sur les cochenilles farineuses. Oui. Mais quand on a des cochenilles à bouclier, qu'est-ce qu'on fait? On met la recette, alors toujours la même recette de Patrick aussi, que j'utilise. 3 cuillères à café dans un litre d'eau. Une seule de chaque. Une seule de chaque, voilà. Une d'alcool à 90 ou 70 ou de la Mirabelle quand vraiment on est coincé. Ensuite... Ben là, du Mirabelle, il faut en mettre 2. Hein. Oui, au moins. Une cuillère de savon noir et une liquide. D'huile de colza. Oui. De colza, c'est la mieux, quand même, c'est la plus efficace. Et on mélange. Alors on mélange en touillant pas trop fort, sans ça, le savon fait des bulles, donc, et puis après on va pulvériser. Mais, il y a un point important. Le truc, c'est sur les cochenilles à bouclier. Il faut faire 2 pulvérisations à une demi-heure d'intervalle. Ça, c'est comme l'histoire du rasoir, là. Hein la deuxième lame et la première lame. Oui. Non, mais parce que le bouclier, qui est une véritable protection pour la cochenille qui se trouve à l'intérieur, enfin dessous, il faut que le premier traitement puisse avoir légèrement fait bouger la cochenille. Elle a trouvé qu'il y avait un truc qui n'allait pas trop et elle va bouger un peu. Et en bougeant, elle va se soulever, ce qui va permettre au produit du deuxième traitement de se glisser sous cette carapace. Et à ce moment-là, de venir étouffer la cochenille. Parce que notre produit, c'est pas un truc miracle. Ça fonctionne de la façon suivante. L'huile va justement permettre, ça fait comme ce qu'on appelait un surfactant. C'est-à-dire que ça va aider la progression ou la répartition du produit, du traitement. Le savon noir, lui, va englober l'insecte qui, comme tous les insectes, respire par la peau. Ça n'a pas de poumon, c'est pas étanche un insecte en fait, l'air le traverse. Quand le savon vient dessus, eh bien, il devient complètement imperméable et lui, il s'étouffe. Et l'alcool sert à quoi? Bien justement à titiller la bestiole, voir si cet alcool arrive jusqu'à l'animal, à le tuer aussi. Donc on a une certaine efficacité, mais ça ne suffit pas. Il faut généralement répéter ce double traitement 3 fois, voire 4 fois, à 8-10 jours d'intervalle. Et attention quand même, dans les plantes d'appartement, il y en a qui n'aiment pas bien ça. Tu as parlé des cactus tout à l'heure. Ça adore pas vraiment ça. Il vaut mieux travailler avec le coton-tige parce que la plupart du temps, sur les cactus, ce sont des cochenilles farineuses. Toutes les plantes à feuilles un peu molles et transparentes, les caladiums ou à feuilles dufteuses, par exemple, comme les Sympolia, des choses comme ça, vaut mieux éviter ce type de produit et puis se débrouiller autrement. Mais j'ai à côté de moi actuellement, dans ce studio, vous ne la voyez pas, la grande spécialiste mondiale de la destruction de cochenilles. Elle s'appelle Nicole Mulan, c'est ma petite jardinière, et parfois au pinceau, sur des bonsaïs notamment, feuille par feuille, elle élimine les cochenilles. Mais ça a l'air idiot, mais franchement, c'est pratiquement la seule véritable bonne solution. Tout à l'heure, on disait, si on laissait un engrais vert, ça serait bien, parce que comme ça, le sol serait occupé. Mais moi, on me conseillait toujours d'enfouir les engrais verts en cette saison, d'enfouir aussi les amendements organiques, de labourer le sol à grosse mode, de manière à ce que les précipitations puissent ameublir le terrain. Donc, c'était pas non plus de l'agriculture complètement obsolète. Mais moi, je fais pas ça, moi. Je laisse les engrais verts, je les coupe, je fais souvent du compostage de surface parce que je vais les couper au printemps, faut pas qu'ils fassent de fleurs. Ouais, mais t'as vu, nos bananiers, ils sont plus grands. Oui. Mais en fait, en le laissant sur le sol, eh ben, on n'a pas à se fatiguer. Ce sont les insectes qui viennent manger et décompacter. Un feignant aussi. Donc, voilà. Bah oui. Je reste sceptique, mais peu importe. Vous ferez comme vous voulez. Installez aussi des mangeoires même pour les oiseaux parce qu'il va commencer à faire un petit peu froid. Donc vous prenez des graines. Alors,
soit dans les jardineries, soit chez les spécialistes de ces produits-là, mais vous ne prenez pas n'importe quoi. Et puis, mon conseil, alors ça, nous, on a fait vraiment l'expérience, achetez des graines premium, si je puis dire. Les gros sacs qui sont vendus à 3 fois rien, etc., renferment la moitié des graines que les oiseaux ne veulent pas. Il faut acheter des graines spécialisées. Ça coûte un peu cher, mais au moins, on va dans le bon sens. Oisillon.net. Là, vous avez tout. Oisillon.net, voilà. Bon, ou Truffaut.net, ou comme... Brise-vent aussi sur les balcons, ça vaudra quand même le coup. Au Bannet aussi les grands arbres et les conifères si vous avez planté récemment. Et puis pourquoi pas, s'il fait un temps vraiment très très moche, et vous avez des bouquins à lire, vous avez aussi des belles vidéos à regarder, que ce soit sur le site du Jardin TV ou sur le site Truffaut, il y en a plein. Et vous y verrez notre ami Pierre-Adrien qui est non seulement le jardinier de chez Truffaut, mais c'est aussi la grande star de chez Truffaut, le monsieur qui s'exprime à la télé de chez Truffaut. Nous surfons, nous lisons et nous allons surfer avec quelqu'un que nous connaissons bien puisque nous avons eu le plaisir de l'avoir à la place de Pierre-Adrien il y a quelques temps. Ouais, c'était beaucoup plus agréable. Alors Caroline, Caroline Munoz, oui, qui vient de passer un mail à tout le monde pour dire ça y est, ma chaîne YouTube est sortie. Donc on rappelle, Caroline est comédienne, elle joue en ce moment avec Bernard Ménez. Bernard Ménez, j'allais dire Pierre Ménez, mais non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Bernard Ménez, et donc elle est dans l'émission William à midi sur C8. Elle est maman, elle est écolo, et elle nous raconte plein de choses. Alors, sa chaîne, elle est plutôt Déco Green, comme ça va, je l'ai bien dit, Déco Green. Déco green, quoi, déco vert, quoi, oui. Ouais. Je vais te le dire comme ça ira mieux. Je comprenais rien. J'étais bien déco green. Non, c'était pas mal quand même, j'aimais bien. Et donc, elle va faire un relais sur les réseaux sociaux parce qu'elle a beaucoup de monde sur Instagram. Et bon, sur sa chaîne, voilà, elle va parler en même temps un petit peu de jardin, plutôt jardin d'intérieur et plutôt déco. Voilà, c'est un œil très féminin sur cette décoration. Non, donc, mais c'est en plus un œil assez sympathique parce que elle se prend pas la tête, Caroline. Vous avez pu le voir quand elle était avec nous. Je sais pas. Puis voilà. Puis la vie est belle. Et puis ça marche comme ça. Elle est très très proche des gens dans son expression. Et puis elle fait avec vous. Donc voilà. Je pense que vous aurez l'occasion de discuter avec elle. Et franchement, pour quelqu'un de la télé, moi qui en ai fait partie, je peux vous en parler vraiment. Elle n'a pas le melon, et ça, c'est quand même hyper sympa. Non, mais c'est pas aussi souvent que ça, donc il faut quand même le dire. On a beaucoup apprécié, et je pense que son site, il sera sympa. Je vois, oui. Mais non, Pierre-Adrien, c'est pareil, il est hyper sympa. D'ailleurs, on invitera des gens sympas dans cette émission, parce que sinon, je vois pas pourquoi on inviterait. On n'est pas obligé, donc on va inviter que les gens qu'on aime, sinon ça ne vaudrait pas le coup. Moi, j'ai 2 bouquins. Alors, un qui est, j'allais dire une ressucée, c'est pas du tout une ressucée, c'est simplement la version en poche d'un livre qui était sorti chez Actes Sud et qui est une sorte de bible de la permaculture, parce que Perrine et Charles Hervé Gruyé sont les gens qui ont fait la fameuse ferme du Bec et Loin. Oui, voilà, du Bec et Loin. Alors, c'est la référence absolue en matière de permaculture. Faut vouloir, parce que... Oh là, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il y en a combien de pages? Parce que c'est la version poche. Plus de 400, oui, c'est la version poche. L'autre livre chez Actes Sud, il est plus illustré, mais il est beaucoup plus cher. Parce que celui-ci, il ne coûte que 9,70. Donc même si au bout d'un moment, vous en avez marre, vous n'aurez pas quand même été ruiné. L'autre, il était un petit peu plus cher, mais il y avait des images, c'était sympa. Bon, ce qui est très très bien, ce sont des gens qui ont quand même beaucoup étudié le truc. Ils sont quand même très intégristes, il faut le savoir. Ils vont dans l'absolu du naturalisme BA. Alors je sais que c'était pas tout à fait dans mon sens, mais donne ta position. Moi je les aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment testé. Moi je dis pas que je les aime pas. Oui, mais ils ont essayé énormément de choses et ils ont vraiment testé en vrai sur le terrain. Et s'ils ont été connus, c'est que vraiment ce qu'ils font, ça marche. Ah oui, mais là c'est pas un livre pratique. Oui, là c'est un livre carrément politico-philosophique, agronomico, ce que vous voulez. Donc c'est vraiment le second volet ou la seconde face de la permaculture qui est une volonté de changement radical de mode de vie. Qui est une philosophie donc de vie, on est quand même dans une philosophie à la mode
que l'on peut partager ou pas. Vous avez dû comprendre quelle était ma position personnelle. Je respecte celle des autres. C'est pour ça aussi que je vous présente ce bouquin-là. Ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit, de s'intéresser à des trucs. Comprendre. Mais c'est quand même extrêmement reculer, revenir en arrière. Je ne suis pas sûr que nous soyons dans une époque, si on prend globalement tout ce qui s'y passe, qui va dans ce sens-là. Mais peu importe, c'était simplement une digression que je voulais faire. Je sais que certains d'entre vous vont encore m'engueuler, mais j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas, les épaules sont larges. Alors, on est un peu dans le même esprit, mais beaucoup plus terre-à-terre cette fois, avec ce livre « Des médecines douces pour vos fruitiers » de Jean-Luc Petit. J'avoue que je ne connais pas cet auteur-là. Il est sur la phytothérapie, l'homéopathie, l'aromathérapie, des méthodes différentes pour soigner les plantes. Parce que je sais que la théorie de Roland, c'est de dire, de toute façon, laissons faire la nature, finalement, elle fera bien les choses, et puis si elle ne les fait pas bien, de toute façon, on changera, on fera autre chose. Là, l'idée, c'est de se dire, on sait que les végétaux, comme tous les êtres vivants, peuvent être malades. Nous n'avons plus les méthodes un peu rudes et fulgurantes qu'on avait précédemment. Essayons de voir ce que l'on peut faire avec d'autres perspectives. Alors je pense qu'on est encore qu'au tout début, c'est les prémices de tout un mode de soins aux plantes. Bon, on parle notamment, l'aromathérapie peut-être pas, mais les huiles essentielles. Oui. Ça va aller certainement beaucoup plus loin que ça l'est aujourd'hui. Donc ce livre, qui n'est pas gros, mais qui est déjà assez consistant et qui vous propose la litière forestière fermentée ou des trucs comme ça. Bon, vous avez des choses qui sortent un petit peu de chez les Indiens. Mais bon. Vous avez aussi tous les purins dont on vous raconte aussi mille et une merveilles. On y va tout doux, mais on s'intéresse, on regarde, on lit, on apprend et on n'en prend qu'un petit bout. On teste. Nous, on a testé les huiles essentielles cet été. Ça a pas mal marché, mais on a croisé avec donc le purin de près. Tes tomates ont bien... On en a sauvé. On en a sauvé. Et avec l'huile d'orange? J'en ai acheté. J'ai pas encore testé avec l'huile d'orange, mais ça sera pour l'année prochaine. Oui. Ouais, tu reviendras, tu nous diras. Mais c'est amusant de tester, de voir, d'essayer de comprendre. Je trouve ça chouette. Évidemment. Une question de Salif. Bonjour messieurs, ça c'est moi qui rajoute. Je voudrais avoir des renseignements concernant l'hybridation des courges potiron et potimarron, car je voudrais semer plusieurs variétés sur une même parcelle. J'ai entendu beaucoup de commentaires au sujet des risques d'hybridation des cucurbitacées. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Moi, je dirais, qu'en pensez-vous, messieurs? Parce que vous en faites une tripatouillée. Moi, je n'en fais pas. J'ai fait un concombre cette année. Concombre greffé, gynoïque. Il était beau, hein. Gynoïque, vous savez, ça veut dire que c'est que des fleurs femelles. C'est formidable. On en a récolté tant et plus. Et on les a mis sur un petit treillage. Ils étaient tout droits, magnifiques, pas grands. Il ne faut pas les récolter trop gros. Ils sont beaucoup plus doux. Vous avez quand même mangé du concombre toutes les semaines. Hein, tout le temps, même toi hier soir. Tiens. Oui, les Alors, restes. tiens, cucurbitacée. Mais c'est vrai que ça s'hybride très facilement. Il est même connu, et on recommande de ne pas planter, par exemple, des coloquintes, qui sont des cucurbitacées décoratives, qui peuvent être nocives pour la digestion, à côté de courges comestibles, parce que ça peut s'hybrider. Et il ne faut surtout pas récolter les graines et les ressemer, parce que sinon, on a des soucis après. Oui, mais tu dis qu'il ne faut pas planter juste à côté les coloquintes. Si tu as un voisin qui les fait, les abeilles, elles font 3-4 km. Oui. Donc, ton hybridation, il faut contrôler tout le voisinage. Donc, il vaut mieux racheter des graines dans le commerce. Absolument. Parce que, malheureusement, chez Truffaut, peut-être, Aussi. nous rachetons systématiquement les graines de cucurbitacées pour éviter justement ce problème. Et rien de pire encore quand tu découvres, parce que ça nous arrivait, une courge blanche qui ressemble à rien, et tu regardes dans les magazines, les catalogues et les encyclopédies, ça n'existe pas. Elle est nulle part, et tu dis qu'est-ce qu'on fait, on la goûte? Eh ben non, on préfère l'acheter en disant, mais attends, si jamais c'est amer. Oui, voilà. Alors, c'est ce que j'allais dire. Le seul risque, risque, c'est d'avoir des fruits amers. Et si vous avez, et c'est pour ça qu'il faut peut-être les goûter quand même, ces fruits amers, vous êtes certain que à ce moment-là, vous avez une hybridation non contrôlée avec des cucumis. C'est-à-dire que, par exemple, des concombres qui se croisent avec des courgettes, ça fait des graines de concourgettes. Des concourgettes. Qui sont incomestibles. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Ou imaginons par exemple des melons croisés avec des potirons, ça va pas être non plus vraiment au top. Donc voilà, je suis totalement contre le fait de récupérer ses propres graines pour une raison de base, c'est qu'à la fois vous dégradez petit à petit le génome avec les différentes saisons, avec les différentes années, et puis vous risquez des maladies à virus. Donc si aujourd'hui il y a des producteurs, s'il y a des sélectionneurs, s'il y a aussi des services
de surveillance pour qu'on vous garantisse les variétés, c'est pas pour rien et je pense que c'est très important. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Comme nous rentrons dans ce que l'on appelle la mauvaise saison ou la saison des froidures, on va essayer de comprendre et d'expliquer comment les plantes sont-elles capables de résister au froid, quels sont les artifices ou quels sont les phénomènes qu'elles sont capables de développer pour pouvoir faire face à la mauvaise saison. Bien sûr, le froid, lui, joue d'abord sur la rusticité. Alors, la rusticité, ça veut dire l'adaptation d'un être vivant, en l'occurrence des plantes, à un lieu donné qui a une écologie particulière avec des températures plus ou moins élevées, des temps. Je voudrais bien insister là-dessus. La notion de froid, elle est liée notamment à ce qui est marqué sur le thermomètre, mais aussi à la durée pendant laquelle les températures faibles vont s'étendre. Parce que sinon, vous pouvez avoir une plante, on vous dit -10. OK, -10 pendant 1 heure le petit matin sur la Côte d'Azur, parce que tout d'un coup, il y a eu froid. Mais dans la journée, il y avait +10. Et alors que vous allez avoir la même plante -3 pendant 15 jours et elle est morte. Donc attention quand même à ça. Que se passe-t-il pour les végétaux à feuillage caduc en hiver? Les feuilles tombent. Tout simplement. Mais oui, mon cher ami. Oui. Non seulement les feuilles tombent, mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces feuilles, avant de tomber? Ah, ça, je l'ai appris avec Patrick l'autre fois. Il nous a bien expliqué quand les feuilles tombent, ça cric. Ah ben oui, t'avais qu'à écouter aussi. Ça ferme la porte, cric-crac dans ma baraque. Ça, c'est plutôt par rapport aux agressions des ennemis éventuels, etc. Mais quand la feuille change de couleur, lorsque arrive l'automne, il y a la migration de tout son contenu, notamment d'amidon, c'est-à-dire donc des sucres de réserve, qui vont être stockés et qui vont petit à petit être solubilisés pour que la plante d'abord puisse se nourrir. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est que sur les arbres, ce sucre va continuer à circuler à l'intérieur de la sève pour que cette sève ne soit plus que de l'eau, mais de l'eau sucrée, qui gèlera à des températures bien inférieures à ce que ça aurait été si ça avait été que de l'eau. Alors, ça sous-entend que plus il y a de sucre dans la sève et plus la plante tient à un froid certain. Oh, ça va pas jusque-là. S'il y avait que du sucre dans la sève, ça serait du miel et à un moment donné, tous les canaux seraient bouchés. Donc, il faut quand même que ça soit de l'eau sucrée, si on veut, donc quand même qu'il y ait une certaine fluidité. Par exemple, on a des végétaux, comme les arbres, qui ont des écorces, plus ou moins épaisses aussi, qui vont jouer un rôle. Bon. Il y a la dormance. C'est quoi la dormance ? Ah bah la dormance, ça c'est facile, je connais bien. Ça, faut dormir, quoi. Hein. Oui. C'est quand ça dort. Alors, sur les plantes caduques, essentiellement. Oui. Sur les plantes caduques, il n'y a plus de métabolisme apparent. Ça ne veut pas dire pour autant que la plante ne survit pas. Elle travaille au niveau de ses racines, elle est comme en hibernation, comme un ours polaire dans sa grotte. Bon. Et elle vit au ralenti. Et ça lui permet de mieux résister à l'hiver. Au contraire, par exemple, de ces agrumes que l'on voit en permanence en activité. C'est le truc le plus casse-pied des agrumes, on l'a déjà dit. Ils sont toujours en végétation, ce qui veut dire qu'au moindre petit froid, ping, il y a obligatoirement des résultats. Bon. Comment une plante va geler? Pourquoi et comment ça va se passer? Alors, je pense que c'est un lien avec l'eau quand même. Hein. Là, on est en lien direct. Mais par contre, moi, j'ai une interrogation. Là, tu dis que plus les plantes sont caduques et plus elles sont résistantes. Mais alors, les plantes persistantes comme les sapins, ils sont capables de tenir en montagne, en haute montagne? Mais parce qu'ils sont extrêmement costauds. Ils ont des écorces épaisses. Ils ont des feuilles très épaisses. Ils sont malgré tout en dormance, légères. Mais alors, c'est ça qui est dommage par rapport aux caducs. C'est-à-dire, autant les caducs vont être vraiment endormis complètement, autant les persistants ont encore une sorte de petite lueur. Pour revenir à l'idée de la notion de gel, quand on dit une plante a gelé, tiens d'ailleurs, ça a quel aspect une plante qui a gelé?
On voit le feuillage qui change de couleur, les feuilles sont molles, pendouillent, comme si ça avait éclaté de l'intérieur. C'est pas comme si ça avait éclaté de l'intérieur, c'est parce que justement ça a éclaté de l'intérieur. Et pourquoi ? Parce que c'est quoi une cellule ? Une cellule, c'est jamais que de l'eau, avec une membrane autour, et puis des petits métabolites à l'intérieur. La membrane, elle a la chance d'être assez souple, mais elle a quand même des limites de résistance. Si l'ensemble de la cellule est prise en glace, vous savez l'histoire du glaçon, ça va prendre un volume plus important. Au bout d'un moment, la pression qu'il y a le long des parois, ça fait éclater les cellules. Et quand ça fait éclater les cellules, toute la turgescence de la plante se perd, et Pierre-Adrien l'a expliqué, la plante devient complètement ramollo comme ça. Le pire, c'est l'alternance de gel et de dégel. Parce que c'est pareil. Je gonfle, je me rétracte, je gonfle, je me rétracte, et au bout d'un moment, j'en ai tellement ras-le-bol que paf, ça pète. Parce que la membrane a été soumise à des pressions permanentes. Donc une plante dite frileuse, légèrement gélive, on a plus intérêt à l'exposer au froid et que ça dégèle très lentement, plutôt que de se dire, je vais me la mettre en plein soleil, en plein sud par exemple, et puis un matin il gèle, l'après-midi il gèle pas, l'autre matin, et alors là, bing, la plante, elle va pas résister. Les cristaux de glace qui se sont formés aussi dans les cellules ne font pas que éclater les membranes, ça agresse également tous les organites qu'il y a à l'intérieur, et donc le métabolisme de la plante en prend un sacré coup. Comment certaines plantes arrivent-elles à mieux résister au froid ? Eh bien, elles vont adopter des tissus qui vont être différents, des tissus qui vont être plus épais. Elles peuvent avoir aussi une pilosité. Par exemple, certains cactus, ça c'est aussi paradoxal, mais il faut savoir que dans les déserts, il fait 40 degrés dans la journée et il fait 0 la nuit. Oui. Eh bien, la pilosité que peut avoir certains cactus va les protéger aussi du froid. Quand je dis aussi, c'est parce que cette pilosité, elle sert également à capter des micro-gouttes d'eau qu'il peut y avoir au moment de la rosée. Les cactus qu'on appelle tête de vieux, ils ont des cheveux, et c'est marrant, c'est des cheveux gris. Ouais. Alors, est-ce d'après vous quelque chose qui est positif sur la protection des plantes de façon naturelle en hiver ? La neige, oui. La neige, je regardais une anecdote, les plantes alpines qui sont extrêmement sensibles au froid, elles ont intérêt à être couvertes de neige, sinon elles gèlent. Voilà. Tu me dis, tiens, pour une plante alpine, quand même, c'est mal foutu. Et comment on explique ça ? Parce que la neige fait un manteau isolant, et sous la neige, il fait à peu près 0, alors qu'au-dessus, il peut faire beaucoup Exactement. plus froid. La neige, qui en fait est un ensemble de cristaux de glace, mais pas collés les uns contre les autres, est remplie d'air. Et en fait, l'air, c'est encore le meilleur des isolants. Et donc, sous la neige, on va avoir une température qui est de l'ordre de 0 à moins 1 degré, alors qu'il peut faire moins 15 ou moins 10 à l'extérieur. Par contre, quand tu as des cyprès de Florence qui sont sous une neige humide, alors là, attends, ça se barre. Non, mais les cyprès branches... de Florence ne sont pas faits pour être sous une neige humide. Ils habitent à Florence, qui est un endroit où ils ne gênent pas souvent, où la neige est rarissime. Il y en a dans le coin des cyprès de Florence. Et quand il y a de la neige, c'est rarement non plus dans des périodes de grande humidité. Donc voilà. Non, ça c'est aussi la chose importante à savoir, c'est d'adapter les végétaux que vous cultivez à la fois à votre région si vous le pouvez, ou à des méthodes de culture qui vont permettre justement de les conserver. Et c'est sur cette considération toute simple et pratique que l'on va se quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On remercie Pierre-Adrien. Merci à vous. C'était sympa d'être avec nous. Donc je rappelle, il est le jardinier de chez Truffaut. D'ailleurs, vous pouvez de temps en temps le rencontrer dans un salon ou dans une fête des plantes. Voilà, il raconte plein de choses, il vous donne plein de conseils, de la même façon que Roland, lui, il en donne à la radio sur France Bleu, sur Internet, partout. Vous pouvez aussi lui poser des questions. Vous pouvez en envoyer sur News Jardin TV. Je remercie Luc qui était aux manettes pour le son. Monsieur Miguel qui commence à pique du nez, là, hein. Voilà, un tout petit peu ses caméras et qui est fatigué. Il y avait notre petite jardinière avec notre mascotte qui, elle est toujours fatiguée parce que vous ne l'entendez pas, elle dort toute la journée, mais c'est formidable. Donc j'embrasse tout ce petit monde-là. Nous aussi, on vous donne rendez-vous très 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 bientôt, c'est-à-dire samedi prochain pour une nouvelle émission. Et on vous dit bienvenue au jardin.
Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.